Manuel du cocu magnifique. Ou l'art de grandir grâce au chaos. La perspective philosophique et psychologique. Comprendre comment la philosophie et la psychologie des profondeurs analysent le désir est un outil puissant pour sortir de la simple équation du « elle ne m'aime plus ». Alors, on va balayer un petit peu les philosophes et puis après les psychologues. Alors, Platon et le banquet. Pour les philosophes, le désir est une force instable qui s'accommode mal de la routine. Chez Platon, le désir, Eros, est un daimon, un esprit, né de l'union de la richesse, Poros, et de la pauvreté, Peña. Cela signifie que le désir n'est ni pure possession, ni pur manque. Il est l'élan vers ce que l'on n'a pas. Dans un mariage de longue durée, la possession tue le manque. Ma femme m'a, je suis acquis, familier, connu. L'amant, par définition, est ce qu'elle n'a pas. Il est l'inconnu, le risque, il est pur manque. L'infidélité n'est peut-être pas une fuite loin de moi, mais une course désespérée vers cette sensation de vouloir quelque chose d'inaccessible. Autre philosophe, Schopenhauer, et le vouloir vivre. Pour Schopenhauer, la force qui mène le monde est le vouloir vivre, une pulsion aveugle, irrationnelle et insatiable. Elle nous condamne à osciller entre deux états, la souffrance, l'état du désir, le manque nous fait souffrir, et l'ennui, l'état de la satisfaction qui est immédiatement remplacé par le vide. Mon couple, sécurisé, stable, devient pour ma femme le pôle ennui. C'est la satisfaction qui est devenue une prison. Pour une personnalité rebelle à tendance cyclotimique, l'ennui est peut-être pire que la souffrance. L'infidélité, avec ses risques, ses mensonges, ses émotions extrêmes, dont l'excitation bien sûr, mais aussi la culpabilité. C'est un retour violent dans le pôle souffrance. C'est un moyen tragique de se sentir vivant à nouveau, d'échapper à l'ennui de l'amour satisfait, c'est-à-dire ennuyeux. Maintenant, penchons-nous sur Freud, puisque la psychanalyse offre des clés puissantes. Freud note, lui, que l'amour se divise souvent en deux courants. Un courant tendre, l'affection, l'attachement, et un courant sensuel, la libido, le désir brut. Chez beaucoup, ces deux courants ont du mal à se fixer sur la même personne. Il est donc psychanalytiquement possible que ma femme ressente pour moi un amour tendre, très fort. Pourquoi ? Parce que je suis le roc, je suis le père de ses enfants, je suis la sécurité, je suis rassurant. Mais que ce statut même ait refroidi le courant sensuel. Ma tendance peut-être contrôlante a pu renforcer mon rôle de surmoi, c'est-à-dire l'instance de la loi, de l'autorité, de la règle face à ce surmoi, sa nature rebelle et ses pulsions. On parle du ça chez Freud, amplifié en plus par l'alcool, l'ont poussé à chercher une issue. Et l'infidélité devient alors l'acte de transgression ultime où son ça, c'est-à-dire le principe de plaisir, prend sa revanche sur le surmoi que j'incarne. Elle mène donc une double vie, non pas parce qu'elle me déteste, mais parce que son inconscient a compartimenté l'affection pour moi et la pulsion pour l'autre, pour les autres. Jung et l'ombre. Pour Carl Jung, autre psychanalyste, le but de la vie n'est pas d'être parfait, mais d'être complet. C'est ce qu'il appelle le principe d'individuation. Pour cela, nous devrons confronter et intégrer notre ombre.
la partie de nous que nous nions, qui contient nos pulsions, nos traits, entre guillemets, inacceptables, notre rébellion. Ma femme a une ombre évidente, sa rébellion, ses excès, son instabilité, sa haine des règles. Mon mariage a amplifié par mon contrôle, l'ont forcé à refouler cette ombre pour jouer le rôle de la persona. C'est-à-dire, la persona, c'est ici l'épouse. Et elle s'est confortée dans ce rôle d'épouse, dans cette persona d'épouse, pendant plusieurs années. L'infidélité, surtout dynamisée par l'alcool, a provoqué une explosion de l'ombre. C'est sa partie refoulée qui reprend le contrôle, qui prend le volant de sa vie de manière chaotique. Elle ne cherche pas l'amant, elle cherche inconsciemment et maladroitement à reconnaître cette partie d'elle-même que la vie normale l'oblige à cacher. C'est une tentative tragique d'être entière. Son instabilité, la cyclothymie, la bipolarité, rend cette ombre d'autant plus puissante et difficile à contenir. Pour conclure, l'infidélité comme un symptôme. Ces 4 perspectives que l'on a vues, Schopenhauer, Freud, Platon, convergent vers un point. L'infidélité n'est pas forcément la fin de l'amour. Elle peut être le symptôme d'un désir qui s'étouffe dans la possession. C'est ce que dit Platon. Ou d'une fuite désespérée de l'ennui. Ce que met en avant Schopenhauer. Encore d'un conflit entre un attachement tendre et une libido transgressive, chez Freud, qui dit que ça ne peut être la même personne qui à la fois suscite l'attachement tendre et en même temps la libido transgressive. Et enfin, une partie d'elle-même, l'ombre, qui explose faute d'avoir pu s'exprimer. Ça, c'est la thèse défendue par Jung. Alors, cela n'excuse rien, cela ne retire rien à la douleur ressentie face à ce qui a été perçu par moi comme une violente trahison. Mais cela me donne une nouvelle grille de lecture. Mon problème n'est peut-être pas tant qu'elle ne m'aime plus, que la structure de notre couple, notre dynamique de contrôle-rébellion et ses propres démons ont créé une situation où son désir et sa part d'ombre ne pouvaient s'exprimer que finalement contre moi, le mari, et non pas avec, contre moi, mais dans la transgression.